les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 196, 196, qui est consacrée au film Les aventures d'un mathématicien de Thorsten Klein. Alors, ce film est présenté dans le cadre du 16e mois du cinéma allemand et germanophone qui se déroule à l'Odyssée jusqu'au 8 février. Donc nous sommes aujourd'hui le 25 janvier, vous avez largement le temps, si vous suivez cette suggestion, de venir le voir dans ce qui est, je l'espère, votre cinéma préféré, l'Odyssée. C'est un premier film qui a été produit et réalisé en 2020 et qui a été réalisé par Thorsten Klein, et qui est l'adaptation, ou en tout cas qui s'est inspiré plutôt qu'adapté, d'un livre autobiographique d'un scientifique d'origine polonaise qui se retrouve au début de la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis. Il se retrouve aux États-Unis parce qu'il a dû fuir évidemment l'invasion nazie et puis l'antisémitisme qui existe, puisque c'est un juif polonais, Stanley Ulam, et il est enseignant à l'université de Harvard en mathématiques, avec des théories très intéressantes sur les jeux et la façon de calculer les probabilités pour éventuellement être en mesure de gagner dans les casinos de Las Vegas, par exemple. Il va se retrouver dans l'ouest, enfin à l'intérieur plutôt, pas à l'ouest, mais à l'intérieur des terres des États-Unis, depuis Harvard, mais pas à Las Vegas, parce qu'il va être recruté par le professeur Oppenheimer, qui est à la recherche de beaucoup de scientifiques, et une grande partie de ces scientifiques sont originaires de l'Europe centrale, pour mener de façon accélérée des travaux en vue de la création, de la recherche et de la création de l'invention de l'arme nucléaire, avant que même pour devancer aussi les ingénieurs plutôt de Hitler, du système nazi. Et ce qui est intéressant, c'est que donc notre personnage se retrouve à Fort Alamo, mais pour cela, il va être obligé de faire une trahison familiale, puisqu'il est aux États-Unis avec son frère, plus jeune que lui, et il va le laisser seul parce qu'il ne peut pas l'emmener au Nouveau-Mexique, à Fort Alamos, et donc ça va être l'occasion d'une rupture affective et familiale. D'autant plus que leur sœur bien-aimée, qui elle est restée en Europe centrale, dans la partie occupée par l'URSS de la Pologne, du côté de Lvov, eh bien, elle n'est pas à l'abri, évidemment, de la menace nazie qui deviendra réalité à partir de l'application, la mise en œuvre du plan Barbarossa le 22 juin 1941. Et donc, cette sœur adorée par les deux frères, eh bien, on apprendra à la fin du film qu'elle est morte, tuée par la barbarie nazie. Et à partir de ce départ de Harvard pour Fort Alamos, eh bien, le film va premièrement nous montrer un univers qui est un peu un univers hétéroclite, puisque des scientifiques de haut niveau, d'origine européenne, se retrouvent tous ensemble. Chacun parle une langue maternelle différente, mais ce qui les réunit, ce trait d'union, c'est l'utilisation d'un anglais dans le style américain, mais un anglais américain décliné avec tous les différents accents d'Europe centrale. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une métaphore dans ce film avec la tour de Babel, c'est-à-dire que des gens sont réunis ensemble et ils construisent ensemble
l'invention de la bombe atomique, et ils communiquent ensemble, mais en anglais. Et puis finalement, le fait de parler la même langue va quand même pas les empêcher, ne va pas les empêcher d'être confrontés aux grands enjeux. Et le film, à partir de là, eh bien, nous montre d'une manière janséniste, épurée, avec une tendance à aller à l'essentiel et à ne pas s'attacher aux caractéristiques existentielles, si vous voulez, d'une histoire. Eh bien, les enjeux d'une telle recherche et d'une telle mise en commun des forces intellectuelles et de cerveaux brillants pour inventer la bombe atomique. Et dans cette démarche janséniste, eh bien, on va avoir un certain nombre de pôles de référence, c'est-à-dire la question de l'éthique, il y a d'âge que l'on doit Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, la dimension donc éthique d'un côté, la dimension historique de l'autre, il y a la guerre, et puis la dimension politique, c'est-à-dire la prospective politique. Quel est le monde que l'on risque de conduire en participant à l'invention de cette bombe atomique? Et ce qui est intéressant, c'est que pour mettre en valeur cette démarche, ce parti pris janséniste de Thorsten Klein, dont c'est le premier film, je le rappelle, jeune réalisateur allemand, eh bien, et pour éviter tout ce qui est de l'ordre de le voisin est sorti avec la voisine, et puis ils ont rencontré l'oncle, puis il y a eu un accident de voiture, enfin bref, ça c'est des détails dont le film ne veut pas s'intéresser. Eh bien, on va régulièrement montrer ces personnages, ces cerveaux brillants, dans le désert du Nouveau-Mexique, et donc confrontés à l'essentiel, c'est-à-dire à la nature d'un côté, et à leur propre nature humaine, avec leur conscience de l'autre. Et de ce point de vue-là, qui est un point de vue qui signifie qu'il y a une démarche qui n'est pas fondée sur l'action, le rythme, mais qui privilégie le parti pris de la réflexion, eh bien, il y a à l'arrivée un film qui est tout à fait intéressant. L'homme confronté à la nature et confronté à sa propre nature. Et le film montre notamment les joies de ces gens quand ils apprennent la défaite, enfin la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie, donc en mai 1945, et ils sont tout à fait outrés de voir que les recherches pour l'utilisation de la bombe atomique se poursuivent et que cette bombe atomique, à 2 reprises, le 6 août 1945 à Hiroshima et le 9 août 1945 à Nagasaki, va être utilisée contre des populations civiles, provoquant en un clin d'œil, en une seconde, la disparition à chaque fois de 70 000 et 60 000, ou plus de 130 000 personnes au total, car jusqu'à présent, il faut le savoir, c'est le seul exemple d'une bombe atomique utilisée contre des populations civiles dans toute l'histoire de l'humanité. Bien sûr, il y a beaucoup de bombes qui ont été utilisées malheureusement contre des populations civiles, mais ça c'est une première chose. Et en même temps, on se rend compte que cette bombe atomique a une force quasi divine, c'est l'expression utilisée par un des personnages dans le film, qu'elle est terriblement dangereuse pour tous ceux qui s'en approchent, risque de radiation. Et d'ailleurs, un des amis du professeur Ulam va disparaître emporté par le cancer, et en même temps, on voit que cette arme quasi divine est susceptible d'entraîner la disparition de l'humanité tout entière. Et donc, quel est le rôle, quelle est la place de la science, du scientifique dans ce processus? Est-ce que le scientifique doit se contenter, sans réfléchir, d'être au service d'une logique de stratégie militaire
et d'une logique de stratégie géopolitique ou pas. Et le film, évidemment, part du présupposé que pour défendre à un moment donné l'humanité, tout n'est pas permis. Que pour défendre l'humanité, si on ouvre le gouffre béant, précipitant tout le monde dans les affres de l'inhumanité, eh bien, c'est un véritable problème. Et c'est un film qui est très intéressant. Et alors, vous me direz, mais au fond, ce film, on ne parle pas un mot d'allemand, à part des noms de famille. Je pense qu'il y a un parti pris volontaire, et c'est pour ça qu'on l'a mis dans un cycle qui s'appelle Moi du cinéma allemand et germanophone, parce que ça, c'est une chose qui a préoccupé un certain nombre de gens, Stéphane Hafner et d'autres qui ont été absolument désolés que la si belle, si grande langue allemande de Goethe, de Heine, de Schiller, et de beaucoup d'autres grands littérateurs utilisant la langue de ce pays, de l'Allemagne, eh bien, ait été réduite au rôle d'une langue qui s'aboie, qui donne des ordres et qui formule des discours de haine aussi abjects que d'une totale bêtise. Et donc, on sent cette langue allemande en creux, à contrario, en quelque sorte, dans un film où les gens parlent polonais, ils parlent l'anglais, mais un anglais avec accent Europe centrale. Et là aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que c'est une œuvre qui est livrée par un cinéaste allemand et qui développe de façon quasi palpable ce refus d'utiliser la langue allemande parce que entre 1933 et 1945, la langue allemande, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était la langue du nazisme. Et en 12 ans, des gens qui ont prétendu être les plus parfaits nationalistes, eh bien, ils ont détruit ce qui constituait la saveur, la valeur, la respectabilité de toute une culture, de tout un pays. Et c'est un élément de réflexion qui vient nous rappeler aussi que ce qui peut bafouer et outrager les valeurs de l'humanité n'est pas le propre d'une dérive allemande et que justement la recherche et l'utilisation de l'arme nucléaire est un autre volet de ce danger permanent qui plane au-dessus de l'humanité. Et le film nous montre aussi un peu la naïveté de cette certitude que la dissuasion pouvait empêcher définitivement la barbarie. Toute l'histoire de la deuxième moitié du XXe siècle et le début de ce XXIe siècle montre malheureusement le contraire. Il n'en reste pas moins qu'il y a eu un grand débat pour les scientifiques, que même Oppenheimer a été, au fond, lui qui avait mené avec brio et efficacité la recherche sur l'arme nucléaire, eh bien, a pris ses distances. Et on sait aussi que c'est un scientifique impliqué dans ces recherches qui a délibérément ébruité les secrets de l'arme nucléaire américaine pour qu'il y ait l'URSS qui s'en dote et que, à partir de 1949, et que ainsi puisse peut-être, comme ultime garantie désespérée, planer l'épée de Damoclès d'une conflagration destructrice pour l'ensemble de l'humanité. Et à cet égard, donc précisément, une épée de Damoclès qui pourrait être dissuasive. La question est toujours d'actualité. Le film est toujours à l'affiche de l'Odyssée jusqu'au 8 février 2022. À très bientôt. Allez le voir. C'est un film qui mérite absolument d'être vu. Au revoir. Merci.